Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce dernier conseil municipal avant l'été. Je vous promets, on va essayer de tenir, si vous l'acceptez, dans les délais, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui voulaient voir un match, il paraît, dans la foulée. Il paraît. Donc du coup, on va ouvrir rapidement et je vous propose d'abord de nommer Ida secrétaire de séance et de procéder à l'appel. Fabien Aufrechter. Présent. Ida Gontier. Olivier Simon. Drew Sophie. Ben Slimane Yanis. Pouvoir à Ida Gontier. Carole Godard. Présent. Anthony Herry. Pouvoir à Cyril Aufrechter. Myriam Leblé. Cyril Aufrechter. Oui, présent. Carole Morer. Pouvoir à Myriam Leblé. Elias Kari. Nadia Benalla. Bézian Stéphane. Pouvoir. Pouvoir à Elias. Rania Slim. Michel Aouzi. Maria da Silva Parota. Olivier Michel. Pouvoir à Carole Godard. Ingrid Cosson. Éric Billon. Claudie Montagne. Michael Bayar-Toutou-Koglou. Amel Laharibi. William Busbock. Martine Duplouy. Pouvoir à Ingrid, c'est ça? Thibaut Schlesinger. Corinne Massieu. Blaise François Dainville. Sonia Fontaine-Totou. Julien Fréjabu. Michel No. Benjamin Bolland. Ok. Viviane Pozzo-di-Borgo. Georges-Édouard Bacle. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir, je voudrais simplement dire un petit mot comme il se doit suite aux différentes crises que nous avons connues sur notre commune. Il me semblait important de vous faire un petit point sur les différentes péripéties que nous avons notamment traversées. C'est l'occasion aussi de remercier un certain nombre de personnes et d'entités. D'abord sur la partie canicule que nous continuons de traverser. Nous avons depuis le jeudi 18 juin un recensement qui est porté par le CCAS avec déjà plus de 200 personnes rencontrées, mais j'y reviendrai après. Depuis le 25 juin, nous avons par ailleurs une association de la ville, et je me permets vraiment de les remercier, Acrosport, qui sont en train de faire le porte-à-porte pour aller voir physiquement ces personnes. Nous avons par ailleurs une cellule de crise qui est ouverte et avec laquelle nous travaillons pour les personnes en souffrance avec la préfecture. Et évidemment, celle-ci a été renforcée lorsque nous avons eu un certain nombre d'événements, à savoir les coupures d'électricité à partir en particulier des 25 et 26 juin. Aujourd'hui, l'électricité est revenue sur la ville. Il reste des coupures sur le territoire alentour. Il y en avait encore tout à l'heure à Saint-Germain-en-Laye. Mais il s'agit évidemment de micro-coupures par rapport à ce que nous avons connu. Nous avons, du fait de ces coupures, perdu durant plusieurs longues heures, voire jours, sur certains quartiers, à la fois les feux de circulation, le réseau téléphonique, ainsi qu'Internet, ce qui a expliqué pourquoi il y a eu un certain nombre de difficultés. Et je voulais vraiment remercier les agents qui ont été vraiment sur le pont, notamment pour sauver nos serveurs à la mairie, puisque les espaces n'étaient forcément plus ni climatisés ni aérés, et plus globalement pour venir en aide à nos seniors, puisque nous avons eu sur l'établissement privé Montana un besoin en urgence de vider le bâtiment qui était en beaucoup trop chaud et qui ont été redirigés sur plusieurs établissements proches sur des villes voisines. De la même manière, nous avons pu travailler avec la RPA de la Pierre pour essayer d'accompagner chacun de nos seniors et nous avons capitalisé sur les générateurs, notamment sur la ville. Il n'y en a pas beaucoup dans la ville, mais il y en avait notamment sur les pas de Clémenceau et il y en avait également sur certains de nos commerces, et notamment le Picard. Pour autant, puisque j'évoque les commerces, il y a eu évidemment beaucoup de pertes du côté de nos commerçants. Évidemment, il y a des aides exceptionnelles suite à la défaillance majeure du réseau de distribution électrique qui sont en train d'être mises en place et un accompagnement est fait pour l'ensemble des commerçants de la ville. Nous avons en effet un gros travail et des visites de terrain qui sont en train d'être menées avec la CCI sur 3 types de catégories de pertes. D'abord les pertes de stock, tout ce qui a été produits frais, surgelés, viande, produits laitiers, etc. Ensuite les pertes d'exploitation, fermeture forcée sur plusieurs jours, impossibilité de réaliser des transactions, annulation de commandes en cours. Bah oui, quand il n'y a plus d'électricité, on perd tous les systèmes bancaires.
Et puis tous les dommages matériels, dégradation de matériel de réfrigération, d'équipements électroniques et de systèmes caisses. J'en profite pour vous glisser que au-delà de cette audit, nous avons un gros travail qui est mené d'un côté avec les assurances, puisque nous avons quand même des polices d'assurance sur la ville qui couvrent une partie de ces préjudices, les franchises, les plafonds de garantie et les délais de traitement générant toutefois évidemment un reste à charge significatif pour les commerçants. Mais plusieurs dispositifs sont en train d'être mobilisés, notamment avec différents acteurs, la Chambre de métiers de l'artisanat, la région Île-de-France, la CCI Versailles-Yvelines, et nous sommes notamment en lien avec la CCI puisqu'il y a la réflexion en ce moment autour d'un fonds de soutien exceptionnel pour à la fois éviter que cet épisode exceptionnel ne fragilise nos commerces, mais aussi garantir aux entreprises une réponse opérationnelle lisible et coordonnée, puisque nous avons fait comprendre que nos commerçants sont débordés, puisque non seulement il faut gérer la situation, non seulement il faut remettre les stocks en place, mais en plus il faut faire toutes les démarches et ça prend du temps. De ce fait, nous avons pris l'initiative de centraliser la totalité des demandes d'indemnisation et de reste à charge pour les transmettre de notre côté à la CCI et nous allons ensuite, après centralisation des demandes, voir avec eux comment lancer et orienter vers les dispositifs compétents, notamment avec la Chambre des métiers et la région qui est sur le pont sur ces sujets. Au-delà de la coupure de courant, une catastrophe en enchaînant une autre, nous avons eu ensuite des pannes de pompes et si nous avons réussi, et c'est un gros travail qui a été mené notamment par nos prestataires et par la communauté urbaine, éviter d'avoir des coupures d'eau. Nous avons quand même eu des difficultés sur la station d'épuration la plus proche, avec malheureusement des rejets sur la Seine qui sont en train évidemment de faire l'objet de signalements et de dossiers. Et puis, toujours les catastrophes en escalade, la tempête. J'en profite pour remercier pour le coup vraiment nos services techniques qui étaient sur le pont depuis déjà plusieurs jours avec la chaleur et puis encore avant avec les fêtes de Verneuil. Je les remercie vraiment énormément puisqu'ils ont passé une nuit quasi entière à venir en aide aux riverains et sur les urgences. J'en profite aussi pour saluer le travail des copropriétés parce que nous avons beaucoup d'arbres qui sont tombés dans les copropriétés et il y a eu un gros travail de leur côté, y compris d'ailleurs sur nos autres établissements privés. Je pense à l'EHPAD où des arbres sont tombés. Nous avons eu pas mal de dégâts sur la ville et notamment sur nos parcs et jardins. Je sais qu'un travail est également en train d'être mené avec Île-de-France Environnement et Nature parce qu'il y a aussi le sujet de la forêt. Il est évident qu'il doit être sécurisé. Les choses sont en cours puisque l'objectif est d'éviter les suraccidents. Et puis, encore une fois, à partir du moment où les arbres tombent, il y a des catastrophes qui s'enchaînent. Parmi celles-ci, les coupures. Alors, j'allais dire la coupure, mais depuis, on en a eu deux supplémentaires de la ligne de train. Nous avons fait part avec les collègues élus du territoire, mais aussi avec la région qui nous a fortement épaulés avec IDFM d'une certaine forme de ras-le-bol, pour ne pas dire de colère, puisque les catastrophes s'enchaînent un petit peu trop sur notre ligne J et l'arrivée du RER n'est pas une excuse pour pouvoir laisser passer cette situation, sans forcément reprendre les mots pourtant justes de mon collègue des Mureaux qui parlait de sous-population. En fait, on a un peu l'impression, lorsque les catastrophes s'enchaînent, qu'il n'y a aucune proposition qui est faite à nos habitants. Nous sommes en train de travailler avec IDFM sur ce sujet et avec la SNCF. La situation pour autant était difficile, elle est devenue de plus en plus exceptionnelle jusqu'à encore hier et malheureusement l'incendie d'Acher. Nous avons également eu, pour terminer, deux autres péripéties, et c'est pour ça que je voulais vous les lister. Une péripétie suivante, c'était les ruptures de câbles chez Free, et du coup, la semaine dernière, encore 24 heures sans réseau téléphonique sur certains quartiers. Et puis encore hier soir, hier nuit, malheureusement, encore un incendie, alors à la lisière de notre commune, mais bon, très impressionnant et visible depuis extrêmement loin, depuis au-delà d'Orgeval, un feu sur le plateau entre Verneuil et Vernouillet. Tout ça pour vous dire que les services ont été exceptionnels, je dis les choses telles qu'elles le sont, les partenaires au rendez-vous, même si évidemment sur les situations de ce type, c'est forcément compliqué. La Croix-Rouge également a été au rendez-vous. Je tiens à signaler d'ailleurs que, et je le dis à l'ensemble des habitants, parce que pour le coup on a eu des questions, on n'avait ni téléphone, ni réseau, ni rien du tout, on ne pouvait pas contacter les habitants et on n'avait pas encore de mégaphone. Mais lorsqu'il y a des personnes qui souhaiteraient ou souhaitent venir porter leur aide dans des situations exceptionnelles comme celle-ci, ne pas hésiter à converger vers la mairie, puisqu'on ne peut pas venir à vous, on ne peut pas vous appeler, on ne pouvait appeler personne.
Je vais pas faire plus long parce que j'ai promis de faire court et on a encore un certain nombre de délibérations, mais il me paraissait important de remercier l'ensemble des parties prenantes et le tout sans oublier bien entendu préfecture et sous-préfecture pour l'accompagnement main dans la main sur l'ensemble de ces crises. Alors même où je vous parle, une cellule est d'ailleurs en train de se tenir et j'ai mon directeur de cabinet qui est dessus et qui nous tient au courant en direct puisque la préfecture est en train de donner ses consignes pour les différents événements à suivre puisqu'il continue de faire très chaud et notamment nous avons des sujets en lien avec le SDIS pour les annulations potentielles de feux d'artifice. Il n'y aura pas d'arrêtés globaux sur les différentes communes dont nous faisons partie sur notre sous-préfecture, mais des consignes du SDIS qui seront au cas par cas. Donc on va attendre. On avait déjà en commun avec Notre-Dame a décidé de ne pas tenir les feux de la Saint-Jean et reporter la messe de cet été. Et il nous semble important de prendre toutes les mesures et toutes les précautions pour ne pas entraîner des suraccidents vu la fatigue à la fois de nos services et de l'ensemble des services de l'État. Sur cela, je vous propose d'enchaîner et peut-être pour commencer de passer à l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des remarques. S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Qui s'oppose, s'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Je vais prendre les prises de parole sur les délibérations d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur la délibération numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ok. Comme ça, on sait si on a maintenant une vague idée de savoir ce qu'on va rater du match. C'est parti. Je vous propose de commencer par on va y arriver. Par l'adoption du rapport du syndicat intercommunal à vocation multiple, le CIVOM, et je vais peut-être laisser Corinne nous en dire quelques mots. C'est bon. Bonjour. Donc le CIVOM, qui est un syndicat intercommunal à vocation multiple, qui est situé à Saint-Germain-en-Laye. Pour rappel, il a 4 sections. La section fourrière, automobile et animale, la gestion des vignes, le service départemental d'incendie et de secours et le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il est composé de 166 élus. Le bureau est composé d'un président, de 4 vice-présidents, d'une secrétaire et de 4 assesseurs. Conformément aux dispositions en vigueur, il est présenté au conseil municipal le rapport d'activité du CIVOM pour l'exercice 2024. Ce rapport d'activité retrace les principales actions menées par le CIVOM, les services assurés par le syndicat, ainsi que les éléments financiers et les projets réalisés au bénéfice des communes membres. Il met en évidence les missions assurées ces dernières années, telles que la mise en service de la fourrière intercommunale éco-responsable, aujourd'hui reconnue et rejointe par de nouvelles communes, les investissements engagés ainsi que les résultats obtenus. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport et d'en approuver le contenu. Deux questions et de remarques, je vous propose de passer à l'adoption. Qui s'oppose, s'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Nous allons passer maintenant au rapport du syndicat intercommunal Andy-Val-de-Seine et je vais laisser Rania nous en dire un mot. Bonsoir à tous et à toutes. Donc,
l'adoption du rapport de syndicat intercommunal Andy Val-de-Seine. Donc, pour rappel, Andy Val-de-Seine est un syndicat intercommunal qui accompagne depuis près de 50 ans les personnes en situation de handicap. Il fédère aujourd'hui 36 communes adhérentes et mobilise de nombreux acteurs au service de l'inclusion et de l'accompagnement. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport d'activité. Je vous propose donc simplement de prendre acte, c'est des prises d'acte, pardon, pour la fois précédente, mais il n'y avait pas de toute manière ambiguïté. Et je vous propose dans ce cas-là d'enchaîner, Rania, avec l'adhésion de la commune d'Épône au syndicat intercommunal d'Andy Val-de-Seine. En effet, donc cette seconde délibération concerne l'adhésion de la commune d'Épône à Andy Val-de-Seine. Cette demande d'adhésion témoigne de l'intérêt porté aux missions et au travail réalisé par le syndicat. Son intégration permettrait de porter à 37 le nombre de communes adhérentes et de renforcer encore plus la dynamique de solidarité. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à cette adhésion. De la même manière, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition, d'abstention et évidemment pas de sujet pour l'adhésion d'Épône au syndicat intercommunal Andy Val-de-Seine. On va passer à la demande de protection fonctionnelle de Monsieur Bacle. C'est Ida qui procédera au vote, mais pour le coup, je voulais simplement vous dire que sur l'ensemble du mandat, comme au mandat précédent, nous souhaitons que toutes les demandes de protection fonctionnelle soient votées, que ce soit pour les élus de la majorité, les élus de la minorité, ou même les anciens élus, puisque parfois cela peut être le cas, ça avait été le cas lors du précédent mandat. Donc, évidemment, je laisserai les prises de parole. Je sortirai formellement pour le vote pour éviter, évidemment, qu'il y ait tout sujet. Peut-être d'ailleurs, Monsieur Bacle, qu'il faudra qu'on sorte tous les deux. Mais pour le coup, pas de sujet de mon côté. Est-ce que il y avait une demande de prise de parole, il me semble, de Blaise? Oui, je pense qu'il faut que vous expliquiez peut-être un peu exactement de quoi il s'agit. D'abord, en premier lieu, de pourquoi cette demande de protection fonctionnelle, puisque on nous demande de juger de la légalité en fait de ça dans ce vote. On nous dit si c'est justifié, donc peut-être expliquez-nous de quoi il s'agit. Est-ce que vous voulez présenter? On n'est pas obligé de présenter le contenu, mais si Monsieur Bacle voulait dire un mot, moi j'ai pas. Alors, je suis pas expert en droit pénal, mais il y a quand même le secret de l'instruction. Je vois Monsieur Pétel qui acquiesce. Donc, dans le contenu, mais je peux pas aller plus loin, c'était une plainte en diffamation contre X, puisque c'était des propos qui avaient été relayés sur une page Facebook. Étant une plainte contre X, il y a eu une instruction qui a été faite avec un juge d'instruction. Je me suis accusé forcément, parce que j'ai dit au juge, j'allais pas laisser accuser ni Eugène Dalle, ni Philippe L'Enfant, ni Socrate Gabrielides, et donc la plainte s'est retournée contre moi, tout simplement. Maintenant, on est dans une instruction et ça peut durer quelques années, malheureusement, c'est la justice, on est en France. Voilà. Maintenant, le contenu, je vous invite, je pense que ceux qui étaient présents dans la précédente mandature, je vous invite à lire la tribune qui avait été non publiée en fin 2023, que j'avais publiée à l'ensemble du conseil municipal. C'est tout. Donc le contenu est là, grosso modo. Je peux pas en dire plus. J'ai pas le droit. Ce que je comprends, moi, c'est que c'est un élu qui porte plainte contre un élu, et donc chaque élu demande la protection fonctionnelle. Bon, personne ne me répond, donc oui ou non. Vous voulez dire que c'est un élu qui porte plainte contre un autre élu, donc le premier élu voit ses frais payés par la commune, et l'autre élu voit ses frais au titre de la protection fonctionnelle payés par la commune. Alors, absolument. Mais c'est la loi. Et d'ailleurs, oui. La loi en 2024 a été renforcée là-dessus. Sur le principe, on est plutôt d'accord que les élus d'opposition soient défendus, surtout que, en fait, comme on l'a vu dans le grand contre, le grand journal, c'est toutes les écritures comptables qui sont passées par la commune, sans que nous soyons avisés en tant qu'élus d'opposition, mais ça nous permet de voir finalement les choix qui sont faits par la majorité, et notamment le fait qu'il y a pas mal de dépenses qui sont faites pour attaquer des élus d'opposition. Voilà. Et donc ces montants, on les a listés, on arrive sur 2024-2025, on arrive à un montant de 20 000 euros.
Voilà. Bon, nous, c'est quelque chose qui nous gêne, c'est-à-dire que d'abord, il y a un principe démocratique, et donc les échanges qui sont faits ici sont couverts par la liberté d'expression. On est plutôt donc pour la protection des élus, de façon générale, que ce soit la majorité ou évidemment les élus d'opposition dans l'exercice de leur mandat, ça c'est un point important. Maintenant, on a l'impression que c'est un peu double peine parce que pour les contribuables, parce que d'un côté il y a la majorité et d'autre il y a l'opposition. Mais donc voilà, hein, si on continue à ce rythme-là, 5 000 euros par... Monsieur Derville, il y a une solution, rejoignez la majorité. Non, plus sérieusement, je vous rassure sur la partie, vous regardez la dépense, regardez la recette aussi. Lorsqu'il y a un procès, de toute manière, à la fin, il y a un jugement. Et lorsqu'il y a le jugement, il y en a une des deux parties qui, d'une certaine manière, voit ses frais pris en charge. Donc pour le coup, la chose n'est pas vraiment un débat financier, mais un débat plutôt politique. Et là, l'idée, c'est vraiment de dire que ce soit vous demain, que ce soit moi demain, que ce soit quiconque, l'idée n'est pas d'en faire un débat, c'est à la justice de trancher, c'est pas à nous. En sachant d'ailleurs que les protections fonctionnelles sont votées formellement par le conseil municipal, mais pour le coup peuvent être acceptées ou refusées ensuite par le préfet ou par la justice. Mais je considère que c'est pas un sujet à politiser, que c'est un sujet de notre côté de transparence, de l'accepter pour tout le monde et de laisser ensuite la justice faire son travail. Si vous me permettez, vous dites que c'est pas un sujet à politiser, pour autant vous me demandez de rejoindre la majorité, probablement pour ne pas subir vos attaques de justice. Donc excusez-moi de dire que cette phrase, je la trouve déplacée, justement. Je la trouve déplacée et elle traduit bien que vous utilisez en fait cet argent-là quand même pour des raisons politiques. Bien sûr. Je me permets juste de dire que non, c'était pour être constructif, pour le coup, pour porter les projets. Mais pas de souci. Je vous propose de passer au vote. On va sortir du coup. Je peux rajouter juste un truc, monsieur le maire. Je pense qu'il y a quelques personnes autour de la table qui connaissent ma propension à être très 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 tatillon sur la dépense publique. En toute honnêteté, s'il n'y avait pas des assurances qui sont souscrites à cet égard par les collectivités, je pense que j'y aurais pensé à deux fois. Maintenant, il y a des assurances. Le pire qui puisse nous arriver, et là je m'adresse au DGS, à monsieur Pétel, c'est que forcément la police va peut-être augmenter. Mais je me suis quand même renseigné au demeurant. Les assurances prennent en charge, d'ailleurs, c'est ce qui avait été expliqué lors de la mandature précédente, lorsque ces mêmes choses avaient été votées pour monsieur Lugic, je crois. Et juste avant pour monsieur Totou, justement. Allez. Là, tu prends le... Donc, je vais mettre cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci à vous. Vous pouvez revenir. Cyril est également sorti puisqu'il fait partie de la procédure. Voilà, pour vous informer. Merci beaucoup pour l'adoption. J'en profite pour une parenthèse puisque ça m'a permis de faire un saut à l'extérieur et d'avoir les informations. Les manifestations sportives viennent d'être interdites par la préfecture pour ce week-end en raison des fortes chaleurs. Je vous propose d'avancer, de passer au marché public et je vais laisser la parole à Ingrid. Alors donc le marché de nettoyage des bâtiments communaux arrivant à échéance au 31 août 2026, une procédure a été relancée d'appel d'offres pour pouvoir assurer la continuité des prestations pour la rentrée. Donc ce marché était en fait un accord cadre conclu sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 600 000 € hors taxe. Il est passé pour une durée de 1 an qui sera renouvelable 3 fois par reconduction tacite, avec un maximum de 4 ans.
Donc la consultation a permis d'obtenir 5 offres qui ont été analysées. La commission d'appel d'offres s'est prononcée et a retenu la candidature de la société France Clean, qui est une société qui se trouve à Asnières. Et cette société ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue le 1er juillet et d'autoriser monsieur le maire à signer le marché et tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Il y avait une demande de prise de parole de Michel, je crois. Je t'en prie. Ah oui, tu as commencé par la, par la 6, pardon. C'est Julien, du coup, qui avait... Exactement. Je la frappe. Alors, n'y voyez pas un signe de ralliement, mais on a souvent tendance à dire que l'opposition dit toujours les choses qui vont pas bien, et on peut aussi dire quand ça va bien, et je voudrais, pour le coup, pour mes premières séances de CAO, remercier Madame Cosson, parce que je trouve qu'on a eu des séances constructives, et qu'en plus, elle a su... à travers ces débats, nous guider sur une bonne décision, puisque le fait de relancer l'appel d'offres a permis d'avoir un meilleur choix et une réponse plus intéressante pour la commune. Voilà, donc c'est ce que je voulais seulement dire. C'était un point positif. Je vous remercie. J'avais aussi une prise de parole, mais Monsieur Fréjabu m'a coupé l'herbe sous le pied. Et oui, alors certains ici qui me connaissent ma propension à être un peu chiant, on peut dire chiant. C'est pas diffamant, non, chiant. Mais là, pour une fois, effectivement, et là, je reconnais Madame Cosson, puisque les tout premiers échanges qu'on avait eus, on parlait effectivement des finances, et vous avez dit, justement, on essaiera d'œuvrer pour aller à l'économie. Donc, je rejoins Monsieur Fréjabu Monsieur Pétel se marre, mais il se moque de vous. Non, il est pas gentil, mais je vais lui dire à la fin. Je vais lui dire. Et mais Monsieur Crespo aussi, parce que je trouve que le support, alors même si j'étais en voiture, d'ailleurs, la coupure a été un peu soudaine la semaine dernière, je crois que vous vous souvenez. Mais je trouve que le document que vous avez amendé pour justement évaluer les différents critères et pondérer a évolué très positivement. Donc je trouve que voilà. Donc moi aussi, quelquefois, c'est rare, mais je sais dire aussi quand les choses vont bien. Allez, du coup, je mets au vote. Et donc je vais faire comme Fabien, je remercie les agents. Bien joué. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vais vous présenter, pour le coup, et désolé, la délibération numéro 5. La délibération numéro 5 portait sur le marché public d'approvisionnement de la commune et l'adoption du principe de gestion déléguée de service. En d'autres mots beaucoup plus clairs, le fait que notre marché, qui a lieu les mercredis et les dimanches, soit délégué à un prestataire privé. C'est un sujet qu'on traite régulièrement. Il se trouve que notre marché, en effet, est géré depuis de très longues dates par la société Géraud. Il se trouve que la société Géraud réactualise ses tarifs et le fait de manière habituelle au moment où l'inflation évolue. Et donc, il y avait une demande de leur part de pouvoir reprendre cette inflation, sujet sur lequel nous nous sommes un peu battus parce que l'inflation était évaluée à 2,2 sur un an en France et nous ne voulions pas monter autant. Donc nous avons topé sur une évolution proposée à une augmentation de 1,93% à compter de juillet 2026, soit en réalité 9 centimes d'euros supplémentaires par mètre linéaire pour un emplacement avec place couverte au tarif abonné et 11 centimes pour un commerçant non abonné. L'objectif, c'était aussi d'en profiter pour vous informer que dans le cadre de ces négociations, nous avons souhaité intensifier les animations. Nous avions déjà les animations fêtes des mères de certains dimanches, notamment les distributions de roses le 31 mai dernier. Nous avons décidé de relancer un petit peu plus fort, comme dans la lignée de ce qui a commencé à être lancé en 2025, la semaine du goût, avec des accueils de groupes de 20 enfants CM1, CM2 le mois d'octobre prochain, avec une visite du marché, les rencontres des commerçants et un atelier spécialisé sur la cuisine anti-gaspi. Ensuite, nous avons obtenu que le marché, entre guillemets, puisse désormais participer au kit de bienvenue pour les nouveaux arrivants.
avec, au-delà des flyers qu'on faisait déjà, des chèques de bienvenue avec des bons d'achat. Et puis nous poursuivrons les animations Beaujolais avec les jeux de grattage et les bouteilles à gagner et la présence du Père Noël sur le marché le 20 décembre prochain. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais il me semble qu'il y avait une question de Michel. Oui. Donc je me... Comment ? Faut le rapprocher ? Bon. C'est bon, ça marche ? Voilà, donc je me permets de prendre la parole sur ce sujet, car je le connais un petit peu. Hein. Je suis l'épouse d'un ex-commerçant non sédentaire que j'ai aidé, en plus de mon métier de prof. Et nous avions 2 points de vente. Hein. Nous avions Élisabethville et Saint-Ouen-l'Aumône. L'un, Élisabethville, était géré par la commune, l'autre, Saint-Ouen-l'Aumône, par la maison Géraud. Et je peux vous dire que quand on faisait les comptes, il n'y avait pas photo. Hein. Le marché qui était géré par Géraud, c'était vraiment, mais sincèrement, très, très, très cher. C'était un marché couvert. Il y avait 3 séances qui avaient été prévues au départ. On n'en faisait plus que 2. On continuait à payer quand même pour la 3e. On avait un compteur électrique. En plus de la facture électrique, on payait des taxes sur l'électricité. Enfin, bon, c'est quand même... voilà, c'est pas la mafia, mais enfin, bref. Que ce soit pour moi l'occasion, et pour nous aussi l'occasion, de saluer le courage de tous nos commerçants, parce qu'on parle du marché, mais ce sont des gens qui nous accueillent, qui se lèvent à 3-4 heures le matin, pour un métier qui demande beaucoup, qui est très fatigant. Et voilà, bon, je voulais dire simplement, bon, pour le moment, donc c'est la maison Géraud qui gère ce marché. C'est elle qui gère l'encaissement des places, les attributions, l'animation quand même un petit peu et le développement du marché. La mairie, elle reste propriétaire du marché, elle fixe le règlement et se charge de le faire appliquer. Elle conserve les pouvoirs de police et de salubrité. Alors je sais que ma question va peut-être paraître bien naïve, mais quels seraient les avantages d'un potentiel retour en régie directe ? C'est-à-dire si la mairie pouvait reprendre la maîtrise complète de la politique du marché, si les élus pouvaient redéfinir plus facilement une stratégie pour redynamiser le marché, en particulier le mercredi. Je suis une cliente assez fidèle du marché et le mercredi et le dimanche, et c'est vrai que le mercredi... Voilà. Mais quand les places sont chères, eh bien ceux qu'on appelle les volants, ne viennent pas, parce que s'ils payent autant de places, s'ils payent quelquefois plus de places qu'ils ne vendent, mais reviennent plus. Donc c'est voilà, s'il y a moins de commerçants, il y a moins de clients, etc. Voilà. Alors, je sais très bien que si la mairie désirait reprendre la régie de ce marché, ça pose de multiples problèmes, c'est très très cher, faut former, je sais qu'il faudrait former un placier, il faudrait aussi de l'administratif, c'est-à-dire des gens pour suivre l'encaissement, les places qui ne seraient pas payées, les conflits, etc. Donc je sais que c'est très très lourd, mais bon, on peut-être se poser la question quand même et rêver peut-être de cette solution qui serait, je pense, pour les commerçants, qui serait peut-être pas plus mal. Donc, mais les questions qu'on peut se poser sont les suivantes. Est-ce que on sait quel est le bilan du contrat actuel avec Géraud ? Quelle serait la différence de coût ? Mais je pense que bon, elle serait énorme entre l'état actuel et une régie par la mairie. Est-ce que la commune dispose des ressources humaines nécessaires ? Les commerçants, eux, qu'en pensent-ils ? En conclusion, la question n'est pas seulement de savoir qui gérera le marché demain. Il s'agit surtout de déterminer quel mode de gestion offrirait le meilleur service aux commerçants, aux habitants et à l'attractivité de notre commune. Il faut rappeler donc qu'un droit de place élevé dissuade les volants de fréquenter le marché et la logique veut que moins il y a de commerçants, moins il y a de clients.
Cette décision mérite de s'appuyer sur une analyse objective et sur une vision à long terme. Merci beaucoup Michel, et je voulais vraiment en profiter pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je suis également tout à fait attaché. On a, je pense, à peu près le même avis sur le prestataire, mais on était tenu jusqu'à présent par la durée très très longue de ces contrats, parfois même plusieurs décennies. Et je voudrais en profiter pour tendre la main parce que on arrive enfin à l'échéance. L'échéance, elle est l'année prochaine. Donc on va devoir, et c'est une très bonne occasion, faire un travail pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, pas seulement en tant qu'habitant, mais aussi pour nos commerçants. Est-ce qu'on veut internaliser? Je crains, mais on aura ce travail, on aura cette réflexion, parce que c'est l'occasion, on l'aura pas tout le temps. Je pense que ça coûtera très cher et qu'on sera vite freiné lorsqu'on verra les impératifs derrière, notamment les besoins de réseau et la pression de ces grands groupes. Il n'y en a que deux malheureusement qui en plus entre guillemets sévissent sur le secteur et par conséquent j'ai bien conscience de la réalité, à savoir que à chaque fois en tant que mairie, lorsque ils nous demandent des augmentations, on est un peu pieds-poings liés, puisqu'en fait on peut pas leur dire non, ils ont des contrats extrêmement longs et du coup on est tout le temps en train un petit peu de ravaler nos pensées. Donc l'année prochaine, et en vue plus exactement de l'année prochaine, il y aura cette réflexion à avoir, réfléchir petit 1, est-ce qu'on part sur le même prestataire, petit 2 sur un autre prestataire, petit 3, est-ce qu'on le réinternalise? Malheureusement, je suis pas forcément optimiste sur les options à prendre parce que la question du coût sera forte, mais peut-être qu'on pourra, quoi qu'il en soit, tous ensemble travailler sur les conditions aussi qu'on veut poser, quelle que soit l'option qu'on choisit. Qu'est-ce qu'on veut sur les tarifs? Qu'est-ce qu'on veut sur les types de commerçants? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de notre marché? Il y a des très fortes demandes des commerçants, moi j'y suis aussi régulièrement, et malheureusement ils sont très demandeurs de choses qui malheureusement me semblent financièrement pas forcément viables. Mais par la exemple, question... excusez-moi de vous couper la parole, mais bon, j'en parlais avec Monsieur Barra justement mercredi. Il me dit bon, bah c'est bien. Oui, on a commencé à remplacer les bâches qui sont abîmées. Par contre, on a demandé à avoir des bâches qui puissent nous préserver du soleil, quoi. Parce que bon, voilà. Donc ces choses-là. Oui, tout à fait. Et typiquement ça, c'est précisément des choses qu'il va falloir poser sur la table à ce moment-là, parce que pour le coup, le prestataire, là pour l'instant, Géraud, nous dit bah c'était pas prévu, c'était pas prévu. Donc oui, tout ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir intégrer dans les cahiers des charges. Parce que pour le coup, il va falloir qu'on ne se rate pas. Il va falloir qu'on vraiment collectivement on ait cette réflexion. On pourra pas la faire sans nos commerçants, on pourra pas la faire sans les élus et on pourra sans doute pas la faire sans les habitués du marché. Donc il y aura tout un travail à piloter. Je vais pas me prononcer aujourd'hui, si ce n'est sur un feeling, à savoir que l'enjeu financier sera quand même décisif lorsqu'on en parlera. Et pour le coup, je vous invite respectivement toutes et tous à venir travailler avec nous autour de la table quand on va lancer ce pilotage. Ce marché, c'est quand même, bon, je pense que c'est un beau marché. Le dimanche, il y a pas mal de gens qui viennent même des environs, etc. Je pense que bon, c'est vraiment une attractivité aussi de notre ville. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille dessus. Complètement en phase. Mais merci beaucoup et du coup ça me permet de faire cette invitation formelle à l'ensemble des élus pour pouvoir y travailler. Je pense qu'il y aura un gros chantier là-dessus. On va passer au vote. Qui est-ce qui s'oppose? Ah pardon, avant de procéder au vote, il y avait une question, pardon. Non, c'est seulement que j'ai l'impression que vous avez parlé de la délib 10, non? Non. Parce qu'en fait sur la 5, on était sur le principe d'adoption d'une gestion déléguée de service. Pardon, je me suis emmêlé dans les... Oui, c'est ça, et vous avez parlé des tarifs. En fait. Absolument. Donc, on est sur le marché, je suis désolé. Ouais. Sinon c'était pas assez... C'était trop... Bon, ça faisait 2 délibs en une, mais bon. Ouais, on peut aussi, mais non. Pardon. Du coup, sur la délibération relative au tarif du marché, pardon, est-ce qu'il y a des abstentions? Opposition? Oui. Oui. Et, pardon, on refait. Qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Et on va faire la 5. On parlait de la délibération 10 qui vient d'être votée. Je suis désolé, je ne vous l'ai pas faite dans l'ordre. C'était pour mettre un peu de piquant, comme on dit. On va passer sur la délibération numéro 5. Marché public d'approvisionnement de la commune, adoption du principe de gestion déléguée de service. En effet, c'était celle qui aurait dû passer avant, puisque c'était pour le passage à Géraud, et non pas de tarif.
sais pas s'il y avait du coup quelque chose à rajouter à ce qui a été dit. J'imagine pas. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Allez, on reprend les choses dans le bon ordre désormais et on avance sur les 2 délibérations relatives à l'éducation et je laisse la parole à Carole. Bonsoir. La première délibération, c'est la mise à jour des activités périscolaires et extrascolaires. En effet, l'accueil périscolaire et extrascolaire, ce sont des services publics facultatifs dont le fonctionnement est essentiellement assuré par les agents municipaux sous l'autorité du maire. Le précédent règlement a été voté en 2023 par le conseil municipal et actuellement, dans le cadre de la modernisation des services municipaux et l'amélioration du service aux familles, nous avons besoin de faire quelques petits changements et une mise à jour de ce règlement qui datait, le dernier en date d'ailleurs, est du 1er juillet 2025. Donc une nouvelle mise à jour du règlement est proposée pour la rentrée 2026-2027 afin d'apporter quelques précisions sur des modalités de fonctionnement et d'indiquer des nouveautés sur les démarches administratives principalement. Donc on a 3 points qui ont été vraiment changés. Un premier point qui concerne la fusion des formulaires, un dossier administratif et des fiches de renseignement dans une démarche de simplification pour les familles. J'ai bien noté aussi la petite précision en page 10 qui concernait les impayés et la régularisation et le jour de carence, une proposition et une déclaration qui avait été faite lors de la commission du 29 juin. Le deuxième point, ce sont des précisions sur les modalités de réservation des activités périscolaires. Ça se trouve également en pièce jointe sur la page 10. Le troisième point, une mise en place d'un nouveau mode de paiement par ICESU qui n'existait pas. Et là, c'est notifié sur la page 13. Le règlement actualisé sera communiqué aux familles via les canaux habituels, site internet de la ville, espace citoyen, disponible également en format papier à l'éducation, à l'accueil éducation si besoin. Voilà. Il y avait une demande de prise de parole de Georges-Édouard, je crois. Non? Pardon. Alors, il n'y avait pas de demande de prise de parole, pardon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en ai vu que c'est adopté. Je propose de passer à la mise à jour du règlement financier des prestations payantes des services à la population. Donc, mise à jour du règlement financier des prestations payantes des services à la population. Par délibération du 1er juillet 2025, le conseil municipal avait approuvé le nouvel règlement financier qui définit les modalités de facturation et de paiement applicables aux différents services municipaux proposés à la population. Il vise à garantir une information claire pour les usagers et à faciliter les démarches et assurer notamment le traitement homogène des situations. Une mise à jour de ce règlement est proposée pour la rentrée 2026-2027 afin d'apporter des précisions sur les motifs de réclamation et d'indiquer les nouveautés, de modalités de paiement. Donc nous avons 2 points qui sont principalement ressortis. Une mise en place d'un nouveau mode de paiement par l'ICESU, ça figure sur la page 7. Et le deuxième point est le recalcul du quotient familial en cours d'année et en cours d'évolution dans le cadre d'une évolution de situation familiale. Un changement de situation, une naissance, un changement au niveau de l'emploi. Donc ceci, ça se situe sur la page 8. Le règlement actualisé sera communiqué aux familles de la même manière sur les canaux habituels, c'est-à-dire le site internet de la ville, l'espace citoyen, est disponible également en papier à l'accueil éducation. Il y avait une demande de prise de parole. Je crois que c'était Blaise, non? Ok. Bah, s'il n'y en a pas, qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? J'en ai vu que c'est adopté. Je propose de passer à la suivante. Alors, à nouveau, dans le milieu de la petite enfance, une modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils. Donc, les multi-accueils de Verneuil sont des structures municipales réparties en 3 établissements, Pomme Pousse, Françoise Dolto et les Cantons. Le règlement des multi-accueils est disponible de la même manière pour les familles afin de les informer sur les modalités d'inscription et d'admission, sur le fonctionnement et les dispositions financières des multi-accueils et sur les soins et l'éveil à l'enfant. Voilà, c'est un petit guide pour la petite enfance. Ce règlement a été modifié en 2024, mais à la demande de la CAF et de la PMI, il nécessite quelques actualisations qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026. Donc nous avons eu 4 points de modification. Un premier point
Ah, ça fait sauter la baraque. Faire évoluer le système de cotation pour la commission d'attribution des places. Le deuxième point, modifier le nombre de semaines d'absence autorisées pour les enfants accueillis. Le troisième point, prendre en compte la modification de l'agrément délivré par le département concernant la capacité d'accueil du multi-accueil Les Cantons. Et un quatrième point, la modification des modalités de règlement, comme les précédents règlements en ICESU et la possibilité de payer en carte bleue au niveau de la régie. Le règlement sera actualisé et présenté en annexe. Il y avait des demandes de prise de parole. On est sur le règlement multi-accueil, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ah, ok. Oui, ma question, c'est sur le règlement. Il est indiqué qu'il y a une différence entre du nombre qu'une assistante maternelle peut garder, au sein du multi-accueil, si l'enfant marche ou si l'enfant ne marche pas. Oui. Je crois que c'est d'un côté 8, c'est 8 enfants par assistante maternelle et 5. Et donc ma question, c'est combien de places au total pour le nombre d'enfants qui marchent et le nombre d'enfants qui marchent pas. Ça, c'est des agréments qui sont donnés par la PMI. Donc chaque assistante maternelle a un agrément en fonction Je parle pas de l'assistante maternelle en libéral, mais le multi-accueil en lui-même. Combien de places pour le... Du coup, c'est pas des assistantes maternelles. Oui, bon, des assistantes de puéricultrice, excusez-moi, oui. Non, mais vous avez raison de préciser. C'est pas le même métier. Oui. Ok. Du coup, la question concerne les multi-accueils. Oui. Alors là, c'est vraiment très spécifique en fonction effectivement de leur qualification. Il y a un nombre, alors je sais plus si c'est auxiliaire depuis, je froisse ces personnes, mais c'est très réglementé et c'est pour ça que c'est très difficile de faire un planning parce que selon leur capacité, c'est pas un adulte pour tant d'enfants, c'est un adulte pour tant d'enfants qui marchent et avec une spécificité. Je crois que c'est les auxiliaires qui doivent être forcément présentes et une éducatrice à partir d'un certain nombre d'enfants. Donc tout est, si c'est marqué dans le règlement. Donc ma question, c'est que j'imagine qu'on ne peut pas accueillir le même nombre d'enfants qui marchent par rapport au nombre d'enfants qui ne marchent pas. Et donc au global sur la ville, je voudrais savoir combien de places pour des enfants qui marchent et combien de places pour des enfants qui ne marchent pas. Puisque c'est déterminant en fait au nombre de places totales. C'est déterminant, surtout au niveau des gens qui travaillent. Et c'est déterminant, c'est comme ça qu'on compose la commission de placement des enfants est en fonction de leur âge. On a les noms cachés, bien sûr, et en fonction de leur âge, on sait leur date de naissance et on estime, là c'est les professionnels qui le font, ils estiment qu'ils ont tant de places en petite section, en moyenne section et en grande section. Mais comme vous avez fait une analyse fraîchement sur l'ouverture de nouvelles places en crèche, etc., j'imagine que vous avez en tête le chiffre du nombre d'enfants accueillis. Parce qu'il y a des années où on peut avoir... Il y a des crèches... Pour cette année. Pour cette année, déjà, c'est fait. Pour l'année prochaine, alors. Mais là, c'est chaque directeur qui me dit, j'ai tant de places en petite section, tant de places, je vais accueillir tant en moyenne section. Et il y a d'ailleurs certains multi-accueils qui ont plus de grands que de petits. Ça, c'est eux qui gèrent leur... Quand on fait la somme de tout ça, ça fait combien au niveau de la commune? Là, ça, c'est au niveau des berceaux. Mais j'ai pas, avec petite section, grande section, moyenne section, j'ai pas. C'est des nombres de berceaux en totalité. On sort un peu du contexte du règlement, mais sinon, il suffit de cumuler le nombre de berceaux des trois structures. Mais je ne l'ai pas au détail de petite section, grande section. C'est sûr. Ok, on pourra transmettre ultérieurement. Mais je peux le transférer, oui, il n'y a pas de souci. Et si... Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? On a dit que c'était adopté. On va passer non pas à la 10 mais à la 11 avec d'abord 4 délibérations liées aux ressources humaines et je laisse la parole à Ingrid. Donc, la première concerne les créations de postes. Donc, suite au recrutement sur un grade différent, aux avancements de grade, aux promotions internes, aux pérennisations de postes, aux augmentations du temps de travail, la commune souhaite créer plusieurs postes. Les suppressions de postes seront, quant à elles, présentées ultérieurement lorsque le CST aura pu se réunir.
Donc le tableau, la liste des postes concernés vous a été jointe. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer les postes permanents comme conformément à la liste qui vous a été communiquée et d'inscrire donc les budgets nécessaires au crédit, les crédits nécessaires au budget. Excusez-moi, mais ça c'est du coup une formulation qu'on met dans toutes les délibes, mais les crédits ont déjà été prévus au moment du vote du budget primitif et de modifier en conséquence les tableaux des effectifs et des emplois pour tenir compte de ces créations de postes. Je propose de mettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en déduis que c'est adopté. Sur le tableau des effectifs. Donc, comme je viens de vous le dire, suite aux créations et aux suppressions de postes, le tableau des effectifs doit être mis à jour à la date du 1er juillet 2026. Donc, une annexe assez volumineuse vous a été communiquée avant le Conseil. Nous avons déjà échangé sur ce sujet en commission Finance RH. Donc, il est demandé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2026 en y intégrant les créations et suppressions d'emplois délibérés au Conseil municipal depuis la dernière mise à jour du tableau des effectifs, soit au 1er novembre 2025. D'approuver le tableau des effectifs tel que présenté en annexe à la présente délibération et de dire que les dépenses budgétaires inhérentes seront imputées au chapitre 012 du budget de la direction des ressources humaines. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en déduis que c'est adopté. D'un tableau à l'autre, celui des emplois permanents. Donc, l'autre tableau, c'est celui des emplois permanents. Donc, également, pour une mise à jour à compter du 1er juillet 2026. Donc, même cause, mêmes effets. Suite aux créations et suppressions de postes, le tableau des emplois permanents doit être mis à jour à compter du 1er juillet 2026. Donc, ce tableau vous a également été fourni. Il est donc demandé au conseil municipal de modifier le tableau des emplois permanents à compter du 1er juillet 2026 en y intégrant les créations et suppressions d'emplois délibérés depuis la dernière mise à jour du tableau des emplois permanents. D'approuver le dit tableau en annexe et de dire qu'en cas de recherche infructueuse de candidats titulaires pour des emplois vacants, la collectivité peut recruter en application de l'article L332-14, L332-8 du Code de la fonction publique, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée d'1 an renouvelable ou pour une durée maximum de 3 ans, dans les conditions réglementaires. Il pourra être prolongé lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pas pu aboutir au terme du contrat. Et enfin, de dire que les dépenses sont prévues au budget chapitre 012 de la direction des ressources humaines. Il y a des abstentions, des oppositions. J'en ai dit que c'est adopté. Ensuite, on a la mise à jour de la convention de mise à disposition partielle du personnel de Civucop. Alors, je suis pas sûr que ça vaille le coup de la relire. C'est la même que la dernière fois, mais il y avait un problème de date. C'est ça. Sur l'annuaire en place. C'est exactement la même délibération qui a été passée au précédent conseil pour avoir une délibération tout à fait conforme à celle qui a été prise du côté Civucop. Il y avait un problème de date. Donc, on vous repropose exactement la même chose, mais juste avec une correction de la mise en œuvre de cette convention. Enfin, de la correction, de l'avenant à la convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. On va passer maintenant aux délibérations finances et commencer par l'imputation au compte 6232, fêtes et cérémonies.
Le décret 2022-505 du 23 mars 2022 portant établissement de la liste des pièces justificatives ne prévoit pas de dispositions particulières pour les dépenses imputées au compte 6232 fêtes et cérémonies. Considérant l'imprécision de ce décret, il est nécessaire de solliciter de la part de l'Assemblée délibérante une délibération de principe autorisant l'engagement de telle catégorie de dépenses à imputer au 6232. Cette délibération fixe les principales caractéristiques des dépenses visées. Donc, seront inscrits au compte 6232 dorénavant pour la commune de Verneuil l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies, tels que par exemple l'achat d'alimentation, les décorations, les frais de blanchisserie, les prestations et cocktails servis lors des manifestations officielles, inaugurations, commémorations, réunions publiques, cérémonies, vœux et autres. Les fleurs, bouquets, gerbes, gravures, médailles, coupes, plaques et présents offerts à l'occasion de divers événements comme lors de naissances, mariages, décès, départs à la retraite, manifestations sportives, culturelles, économiques et réceptions officielles. Le règlement de facture de société ou troupe de spectacle ou tout intervenant et autres frais et droits liés à ces prestations, les frais de restauration des élus ou employés communaux liés à une action communale ou à l'occasion d'événements ponctuels. Les frais de réception organisés hors du cadre de ces fêtes et cérémonies relèvent quant à eux du compte 6234 réception. Donc, il est demandé au conseil municipal de décider d'affecter les dépenses telles que décrites ci-dessus au compte 6232 fêtes et cérémonies et 6234 réception dans la limite des crédits inscrits au budget. Évidemment, en cas de changement de nomenclature, la présente délibération s'appliquera de nouveau au nouveau numéro compte fêtes et cérémonies. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer aux admissions en non-valeur. Les créances éteintes. Donc le trésorier nous a demandé une admission en non-valeur concernant des créances éteintes pour un montant qui s'élève à 12 676,65 €. Donc c'est quelque chose qui est fait annuellement, classiquement. Donc il vous est demandé de bien vouloir accepter d'admettre en non-valeur ces créances pour un montant de 12 676,65 €. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en ai vu que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération suivante, la décision modificative numéro 1 du budget ville. Donc oui, il s'agit donc de la première décision modificative de l'année 2026. En fonctionnement, il est proposé de faire un... Non, je vais commencer par le fonctionnement. Il est proposé de faire un virement en fait entre le chapitre 011 et le chapitre 66. Après avoir réévalué plus finement les charges financières, il s'avère qu'elles seront 10 000 € moins élevées que ce qui avait été prévu au budget. Donc il est proposé de réajuster le chapitre 66 et de basculer ces 10 000 € au chapitre 011. Ensuite, en investissement, suite à la mise à jour de la fin du prix des travaux des briques rouges et donc par conséquent de la subvention qui sera versée par la ville de 400 000 €, il est proposé de retirer les 400 000 € qui sont devenus inutiles au chapitre 204 sur l'opération 9605 qui correspond à l'opération Pomme-Pousse. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1, comme je viens de vous l'exposer. Il y a 2 demandes de prise de parole, Julien. En préambule, monsieur le maire, j'aurais un petit point en question diverse que je ne vous ai pas communiqué, mais je voulais vous le dire avant. Bon, madame Cosson va
va se dire, bon, hein, il me félicite et puis après il me fait une remarque. Désolé, c'est l'exercice difficile de l'opposition, c'est aussi de contrôler et parfois de s'interroger. Donc on avait eu des échanges en commission sur cette délibération, particulièrement sur les 400 000 euros là. Ce que je voulais vous dire, c'est que le 19 janvier 2026, la ville a communiqué publiquement, notamment par voie de presse, si j'ai bonne mémoire, sur le financement du lot 1 des briques rouges, Garenne-l'Étang. On en avait parlé d'ailleurs avec la signature de la convention, mais j'avais pas eu toutes mes réponses. Donc ça a annoncé une participation de la commune à 1,3 million d'euros. Faisant suite donc à la décision du maire 2025-094 du 29 avril 2025, je l'ai là, confirmant le dispositif X plus X, donc dans le cadre de l'OPA, la Garenne-l'Étang. Cette décision acte une participation financière à hauteur de la ville de 1 269 239 euros. J'ai retrouvé les petits. Donc le 1,3 million, on va dire, qui était sur le panneau apposé à l'entrée de la Garenne depuis fin d'année. Alors que ce même projet donc avait été présenté un an plus tôt, en janvier 2025, avec une participation de la ville à 1,7 million au départ. Je vais venir à ma question. Je ne vais pas vous faire rater le match de foot. Lors de l'élaboration du budget primitif 2026, les crédits ont été inscrits sur la base correspondant à une participation à 1,7 million d'euros. Ce montant inscrit au chapitre 204 du budget primitif donc nous a été confirmé oralement aux commissions des finances comme correspondant à la participation de la ville, en tout cas pour partie au financement des briques rouges. En fait, on a trois questions parce que effectivement on s'interroge sur ce compte 204. Nous confirmer déjà que sur ce compte, comme il nous a été indiqué en commission, une partie des 1 125 000 on entend, oui, des 1,125 millions d'euros qui ont été donc votés au budget primitif correspondent bien à la participation au financement des briques rouges, et j'en avais compris en partie. 2, si oui, et c'est là que on a le poil à gratter, si oui, pourquoi le budget primitif d'avril a été construit sur les bases d'une participation à 1,7 million d'euros, alors que la baisse, enfin en tout cas la confirmation de la participation à 1,3 avait déjà été annoncée publiquement par la ville 3 mois plus tôt et actée 1 an plus tôt à ce montant-là. Et enfin, sur ces 400 000 euros d'écart, et même un peu plus peut-être, une fois identifiés, ils vont être redéployés intégralement sur l'opération du champ clos, si on comprend bien. Il reste tout de même entre 400 000 et 125 la partie qu'on va verser pour les briques rouges et le reliquat. Que va devenir cette enveloppe ? À quoi va-t-elle servir ? Sachant qu'aujourd'hui, donc on vote 400, plus il y a aussi 32 000 euros qui ont été bougés dans le cadre de votre décision, Monsieur le Maire, 2026-106 qu'on a eu pour ce Conseil sur la fongibilité des crédits, comme on dit. Donc nous sommes au total à 432 000 euros pour l'opération, on va se le dire, puisque c'était les débats précédents, de Pomme-Pousse. Et donc on se demandait comment ce serait financé, et on a trouvé. Ces éléments en fait conduisent légitimement, en tout cas pour nous, et peut-être qu'on se trompe, mais à nous interroger sur les conditions dans lesquelles le budget primitif 2026 du coup a été élaboré. Lorsqu'une décision est exécutoire fixe déjà le niveau, on va dire, de l'engagement financier de la commune, pourquoi du coup budgéter plus et construire sur une hypothèse sensiblement, je dirais même supérieure tout court. C'est une divergence qui interroge en fait sur la sincérité de la prévision budgétaire et la qualité de l'information qui a été donnée au conseil municipal, ou alors de la volonté de ne pas dévoiler le financement de certains projets envisagés bien en amont des débats de ces derniers mois. Vous voyez ce que je veux dire. Nous attendons des réponses plutôt précises quand même afin de lever toute ambiguïté sur la construction du budget et choisir notre position de vote sur cette délibération. Merci beaucoup. Décidément, je pense que je vais rejoindre le groupe d'en face. Parce que, à défaut de rejoindre la majorité, mais j'en sais rien, pourquoi pas. Mais en substance, ma question était exactement la même. On ne s'est pas concerté. Mais c'est vrai que le budget primitif a été voté le 29 avril, donc il y a 9 semaines et demie, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais vraiment 9 semaines et demie. Oui. Et ma question était sensiblement la même. Alors effectivement, dans les grands équilibres, on est dans la section d'investissement, donc il y a moins 400 d'un côté sur le chapitre 204, plus 400 sur le chapitre 9605. Contact, donc ça change pas grand-chose dans les grands équilibres. Maintenant, c'est vrai que souvent, alors bon, j'ai un peu potassé quand même, des décisions modificatives revêtent souvent d'un caractère exceptionnel.
Voilà. Donc sur la une, là, les 10 000 € de moins sur les frais filles, c'est peut-être un caractère exceptionnel, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ok, on modifie, section de fonctionnement, ok. Mais alors là, 9 semaines, caractère exceptionnel, alors qu'effectivement, comme Julien vient de le dire, on sait bien que il y a eu un delta, hein, c'est pas 1,7 million pour LGE, mais c'est 1,3 million. Ma question est la même, ça pose une question légitime sur la sincérité du budget qui nous a été présenté une fois de plus il y a 9 semaines et demie. C'est tout. Maintenant, voilà, si je prends beaucoup de recul, je dis bon, ça reste 400 000 € dans le budget d'investissement, dont acte. Mais c'est vrai que c'est un peu, oui, enfin ça pose question, quoi. Donc je rejoins complètement mes collègues d'en face. Voilà. Très simplement pour vous répondre, c'était un budget primitif, donc autrement dit basé sur un certain nombre d'hypothèses, et on ne peut pas prendre des hypothèses plus faibles, et c'est une opportunité que ce soit plus faible et pas plus haut par ailleurs, tant qu'on n'avait pas eu les documents signés de la part du groupement qui ne nous étaient pas encore parvenus. Donc les communications avaient été lancées et le panneau avait été posé, je suis bien d'accord, mais on n'avait absolument pas les documents administratifs qui nous permettaient de rabaisser. On est ravis d'avoir économisé ces 400 000 € sur l'opération pour un certain nombre de raisons, et franchement on a bien travaillé avec la copropriété là-dessus. C'est une occasion de les rebasculer sur la crèche. C'est un hasard d'avoir des montants qui sont relativement proches. Pour autant, l'opération de la crèche, vous verrez dans les prochaines semaines et prochains mois qu'elle n'avait pas été pensée du tout d'abord dans un premier temps avant les élections de cet ordre-là, et surtout que son financement n'avait pas été envisagé uniquement par cette opération, et donc d'autres sujets et d'autres évolutions sont à venir. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Avant de passer, il y avait les décisions, mais je ne crois pas avoir eu de questions sur les décisions. Et de manière exceptionnelle, Julien, je t'en prie, puisque tu voulais poser une question. Non, c'est même pas une question, c'est pour une bonne cause et pour penser à quelqu'un, puisque je voulais quand même qu'on ait une pensée pour Marie-Christine Césia ce soir. Marie-Christine, elle a été durant plusieurs mandats, et notamment 2 mandats avec Jacques Massacré, maire adjointe. Elle a été présidente pendant, si je dis pas de bêtises, plus de 15 ans de l'association des donneurs de sang. Elle nous a quittés il y a quelques jours, voilà. Donc je voulais que, au sein de notre conseil, on ait quand même une pensée. C'est important que l'on se rappelle collectivement des gens qui ont œuvré pour la commune, quelles que soient nos opinions, même si on a pu ne pas être d'accord. En tout cas, je pense que c'était une personne de valeur, et je souhaitais qu'on ait une petite pensée pour elle ce soir. Voilà. Du coup, si tu te permets de l'évoquer, je me sens obligé aussi, mais je vais pas faire la liste, d'évoquer Mme Gégouic, qui nous a quittés par ailleurs il y a malheureusement quelques jours. Et évidemment, on a une pensée pour tous celles et ceux, au-delà des questions politiques, qui s'engagent pour la ville. Je vous remercie, nous sommes à l'heure pour le foot. Profitez encore un petit peu de la fraîcheur de la salle qui est relative, et je vous souhaite entre-temps de très bonnes vacances d'été, mais on se revoit évidemment le 13, donc lundi prochain, pour le bal au château. Bonne soirée.